RCF. Yves Muller, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc président de ce réseau Audonate Grand Est. Expliquez-nous justement, tout d'abord, avant de revenir sur le tour à vélo, les grandes missions du réseau Audonate. Qu'est-ce que c'est que ce réseau ? Donc Audonate signifie Office des données naturalistes. Nous sommes une fédération de 29 associations qui sont en gros des associations de protection de la nature sur l'ensemble du Grand Est, donc réparties depuis l'Alsace, la Lorraine, la Champagne, depuis le Haut-Rhin jusque dans les Ardennes, pour prendre une diagonale. Nos associations ont une particularité, ce sont des associations qui collectent des données naturalistes, d'où notre nom de Audonate, Office des données naturalistes. Donc ce sont des informations sur la faune, la flore, la fonge, les champignons donc, qui permettent d'accroître la connaissance dans un objectif de conservation. Nous sommes résolument des associations de protection de la nature, c'est-à-dire que toutes les données qui sont collectées par les salariés, par les bénévoles, doivent servir à la connaissance et à la conservation. C'est quoi l'objectif de cette démarche, de pédaler, d'aller dans les grands coins naturels de la région Grand Est ? Notre idée au départ, c'était de faire le tour du Grand Est et de passer par les 6 parcs naturels régionaux et par le parc national. Et dans chaque parc, nous faisons une conférence sur la biodiversité. Une conférence où nous nous présentons, nous associations, et où nous présentons également nos associations locales. Sur chacun des parcs, nous avons des associations locales qui interviennent sur la faune, la flore. Et nous souhaitons également que les salariés des parcs interviennent, nous présentent un petit peu ce qu'ils font pour la biodiversité. Donc ce sont vraiment des échanges. L'objectif de ce tour, c'est d'échanger avec des partenaires que nous avons déjà ou des partenaires potentiels, de rencontrer nos associations aussi. Dans la mesure du possible, nous nous arrêtons au siège des associations, nous faisons une petite fête pour notre passage et ça se passe très bien. Quels sont les retours que vous avez des personnes qui vous retrouvent? Est-ce que vous parvenez à faire découvrir vraiment le réseau Audonate et à sortir vraiment justement de cette sphère environnementale, de cette sphère naturaliste pour vous diriger vers des personnes qui sont un peu plus extérieures, qui connaissent moins vos missions? Oui, alors nous avons un très beau retour dans chacun des parcs où nous arrivons. Nous sommes bien accueillis. Les gens sont contents d'apprendre davantage d'informations sur notre réseau, sur nos associations. Et nous-mêmes, nous sommes intéressés par tout ce qui se fait dans les parcs naturels régionaux et dans le parc national de Forêt. Donc, il y a beaucoup d'études, des collectes de données qui sont faites de part et d'autre. C'est-à-dire aussi bien nous par nos réseaux, par nos observateurs, salariés ou bénévoles, ou eux par les techniciens des parcs. Et le but, c'est vraiment de voir comment on peut échanger davantage ces données pour pouvoir profiter des connaissances des uns et des autres. Vous êtes habitué des tours à vélo comme ça, au long cours, de vous balader, d'aller à la rencontre des personnes, ou c'est une première pour vous et qu'est-ce que ça vous apporte aussi d'un point de vue plus personnel, justement, de vous retrouver au cœur de la nature sur les routes ? C'est une belle découverte. Donc personnellement, moi j'habite les Vosges du Nord, dont vous avez parlé, Wingen-sur-Moder, c'est tout près de chez moi. Et je ne connaissais pas le Grand Est, je connaissais la partie Alsace, la partie Lorraine, un petit peu l'Est de la Lorraine. Par contre, Champagne, je suis toujours passé que rapidement. Et donc c'est aussi une découverte de la région Grand Est et c'est avec grand plaisir. Pour répondre à la première partie de votre question, non, j'avais pas l'habitude de faire des grands circuits comme ça. Ma collègue Anaïs, qui prendra la parole après, a plus d'entraînement que moi au vélo. Mais mais c'est très plaisant. Nous avons des vélos électriques aussi. Le but n'est pas la performance sportive, mais c'est plus la découverte et la rencontre de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Le grand entretien, Bénédicte Bossard, sur RCF. Pédaler pour protéger la biodiversité du Grand Est. On parlait justement de la richesse de la biodiversité dans la région. C'est l'objectif du Grand Tour à vélo d'Audonate. Audonate, c'est l'Office des données naturalistes du Grand Est. On découvre tout ça avec nos 2 invités du jour. Il y a quelques instants, nous étions avec Yves Muller, président de l'association. On retrouve tout de suite Anaïs Xalé-Paillet, qui est directrice également d'Audonate. Bonjour à vous. Bonjour. Avant de peut-être parler plus en détail de l'association, peut-être vos impressions sur ce tour à vélo, comment vous le vivez de votre côté ?
En fait, c'est très très riche en rencontres. On rencontre tant les équipes des parcs naturels que certaines équipes de nos associations qui en fait sont loin de nous et qu'on a tendance à croiser dans plutôt, on va dire, de manière hors sol, en visioconférence, en mail ou en téléphone. Et là, se voir en vrai, échanger, c'est très très enrichissant. On l'a dit, le réseau Odonat a pour objectif principal de recueillir des données naturalistes, donc des données vraiment de terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce qu'est une donnée naturaliste ? Je crois que ça reprend plusieurs informations, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. En fait, une donnée naturaliste, il s'agit d'une observation en fait sur le terrain et une observation qui va comporter 4 informations. Donc d'abord l'espèce qu'on voit, donc animale ou végétale, une date, une référence dans le temps de quand on a vu l'espèce, un lieu et le nom d'un observateur. Donc en fait, à minima, il faut qu'il y ait ces 4 informations, mais il peut y en avoir beaucoup plus qui soient ajoutées sur des caractéristiques de ce qu'on peut voir sur le terrain, voilà, du détail sur le comportement de l'espèce. On peut aussi mettre des données de mortalité en plus, mais à minima, c'est le nom de l'espèce, la date, le lieu, l'observateur. Et pour ça, vous pouvez vraiment vous reposer sur tout un réseau de naturalistes, bénévoles ou non. Vous avez évoqué les associations partenaires d'Odonat il y a quelques instants. Du coup, ça fait beaucoup de données collectées. Comment après, justement, les organiser, les centraliser pour pouvoir en dégager quelque chose ? Ben justement, c'est pour ça que l'association existe, parce que c'est très complexe. En fait, on a plusieurs outils différents dans la région Grand Est qui nous permet de collecter plus d'1 million de données nouvelles par an. Et en fait, du coup, ces outils, ensuite, il faut les mettre en commun, il faut faire de la compilation. Et lorsque dans nos machines, on met finalement tout de façon centralisée, ça permet effectivement de sortir des informations sur l'état de la biodiversité actuellement. D'autant que la région Grand Est est immense, 57 500 km², avec, j'imagine, des situations qui sont très variables d'un endroit à un autre. Comment décrire justement cette région Grand Est ? Qu'est-ce qui fait sa richesse naturelle ? Alors, effectivement, il y a une très grande diversité de milieux naturels dans la région. Et aujourd'hui, effectivement, la région est tellement grande, on en rigole parfois, mais il n'existe aucun observateur naturaliste qui a une bonne vision d'ensemble de l'ensemble de la région. Les gens sont souvent ont une bonne connaissance de certains milieux autour de chez eux, mais rarement la vision d'une région aussi grande. Donc, en fait, il y a des milieux très, très divers et variés. On parle par exemple de la bande rhénane avec les forêts. Il existe tout un tas de réseaux de pelouses plutôt sèches, que ce soit sur le piémont viticole alsacien, que ce soit également en Lorraine, sur une partie du plateau de Langres en Champagne. Et puis il y a tout un tas de milieux naturels liés aux cours d'eau, aux vallons humides, etc. Et je pense que j'en oublie encore, mais en fait derrière c'est une vraie richesse, une très très grande diversité et de milieux et donc d'espèces observées. L'Office des données naturalistes du Grand Est, le réseau Odonat, fête ses 8 ans d'existence par l'organisation d'un grand tour à vélo à travers la région Grand Est. Près de 1200 km parcourus à travers les 6 parcs naturels régionaux et le parc national de forêt de la région. Derrière les coups de pédale, l'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre aux actions de ce réseau pour lequel la préservation de la biodiversité du territoire est une priorité. Pour y parvenir, Odonat mise sur les sciences participatives et l'implication de milliers d'observateurs naturalistes. On est toujours en compagnie de la directrice d'Odonat Grand Est, c'est Anaïs Xalé-Pailly. L'objectif, je l'ai dit, de l'association, c'est d'alerter aussi, pas que de recueillir les informations, mais d'alerter sur ce qui menace la biodiversité de la région. Aujourd'hui, quelles sont les principales menaces qui pèsent localement sur cette biodiversité, sur cette nature du Grand Est ?
Les menaces, elles sont très diverses en fait et assez nombreuses, on va dire, et essentiellement d'origine anthropique. On pense au dérèglement climatique, on pense à l'étalement urbain, à la pression aussi agricole. Mais du coup, en fonction en fait des espèces, elles sont pas toutes touchées par les mêmes phénomènes en fait. Quelles sont justement les espèces qui sont les plus en danger ? Vos données permettent d'alimenter ce qu'on appelle une liste rouge d'espèces pour l'Alsace, la Lorraine et la Champagne. Oui, c'est ça. Alors les listes rouges, c'est vraiment des documents qu'on a déjà commencé à éditer et qu'on terminera l'an prochain, qui permettent de recenser les espèces menacées. Alors vous dire quelle est l'espèce menacée, finalement c'est triste, mais il n'y en a pas qu'une seule, donc ce serait dommage de vous en donner une ou deux. En fait, elles sont très nombreuses et on les recense dans ces documents-là. Et en fait, on est capable aujourd'hui dans tous les groupes d'espèces ou quasiment, donc que ce soit les oiseaux, les insectes, les mollusques, les amphibiens, les reptiles, dans chacun de ces groupes, on établit une liste qui va comporter des fois juste quelques noms d'espèces et des fois des dizaines d'espèces qui sont en fait réellement menacées sur notre territoire. Puis on peut tout retrouver aussi sur votre site internet. L'avantage de recueillir aussi des données régulièrement sur le terrain chaque année, ça permet de tenir à jour, de mettre à jour les données des années précédentes. Quand on fait une lecture justement générale de toutes ces données, quelles sont les tendances qui se dégagent ? Est-ce que malheureusement, à l'image de ce qui se passe, à l'image du dérèglement climatique, vous observez une dégradation de la qualité de vie, par exemple de l'habitat des animaux, de plus en plus d'espèces aussi qui commencent à avoir des difficultés à vivre aussi dans le milieu qui les entoure. Qu'est-ce que vous observez ? Oui, la tendance de fond est plutôt celle que vous décrivez. On a effectivement des pans entiers de la biodiversité qui s'effondrent, même si faut quand même toujours le souligner, il y a des espèces pour tout un tas de raisons qui parfois et qui actuellement se portent mieux qu'il y a quelques années, mais souvent justement, c'est parce que les associations, les collectivités et les services de l'État ont souvent mis des efforts sur ces espèces-là. Donc là où souvent on a une lueur d'espoir, c'est qu'en fait on voit que lorsqu'on y met les moyens, on y met du temps et que des personnes se consacrent à des espèces qui sont en danger, on arrive, alors pas toujours, mais souvent on arrive en fait à redresser la barre pour ces espèces-là. Donc en fait il y a un vrai travail à faire sur la conservation des habitats et celle des espèces. Vous pouvez quand même nous citer l'un ou l'autre exemple d'espèces où justement il y a un travail commun qui est mené entre les associations et les collectivités locales ? Par exemple, il y a un gros travail sur toute la région, en particulier dans le massif vosgien, sur le faucon pèlerin. Donc en fait, il y a des dizaines d'observateurs qui suivent les lieux de nidification du faucon. On suit s'ils ont des petits dans l'année ou pas. Et à partir de là, on informe les collectivités pour qu'il n'y ait pas du dérangement par des loisirs sportifs en fait, que ce soit des fois parce que du coup c'est un oiseau qui niche en falaise. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver à avoir des sportifs escalade, via ferrata qui vont déranger cette espèce. Ou alors des fois des événements sportifs, il suffit qu'il y ait une course de VTT ou de course à pied type trail qui passe pas loin et en fait l'espèce sera dérangée. Donc là souvent c'est du dialogue avec une collectivité pour faire en sorte que ce type d'activité se passe un petit peu plus loin et puis mise en place de zones de tranquillité, mise en place de nichoirs spécifiques et tout ça ça se fait souvent effectivement en dialogue entre associations, services de l'État et collectivités. Oui, donc au-delà de la collecte des données, de leur interprétation, ces données vous permettent effectivement d'établir un dialogue pour que les choses changent, qu'elles bougent, notamment, vous le dites, avec les collectivités. Ceux qui sont aussi impliqués dans le projet, c'est les citoyens, au-delà de la réponse politique, il y a une réponse citoyenne qui vous permet d'agir. Aujourd'hui, le réseau Odonat, c'est combien à peu près de bénévoles, de personnes qui vous aident ?
Alors, le réseau Odonat, c'est 29 associations qui ont elles-mêmes, du coup, chacune des membres. Tous les membres ne sont pas des observateurs naturalistes. Par contre, nous, on recense 5000 observateurs chaque année dans la région. Et si on prend les 15 dernières années, on est autour de 15 000 observateurs qui s'activent régulièrement. Et donc, il y a des personnes qui sont observatrices et actrices, on va dire, véritablement de la préservation. D'autres font que l'un ou que l'autre, et du coup, c'est bien main dans la main qu'ensuite on arrive à préserver les espèces. Comment est-ce qu'on peut devenir observateur naturaliste ? Est-ce qu'il faut avoir un minimum de bagages pour pouvoir se lancer ? Alors, je dirais oui et non. En fait, aujourd'hui, c'est très simple. Il existe des applications de téléphone. En fait, nous, on est rattaché principalement à une qui s'appelle Naturaliste. Il suffit, comme dans plein de cas, de créer un compte utilisateur qui est gratuit. Et à partir de là, on peut saisir. Et en fait, nous, on le dit souvent, il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour commencer à observer la nature autour de soi et à la saisir. Il y a des espèces qu'on ne peut pas confondre et qui sont très faciles à identifier. Si vous prenez un écureuil, un hérisson, un martin pêcheur, si vous en voyez un passer, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, vous pouvez noter ce genre d'espèces entre guillemets un petit peu simple à observer. Et puis après, faut jamais oublier, nous, dans nos systèmes, il y a des validateurs, des personnes qui vérifient les informations. Donc en fait, même si quelqu'un saisit quelque chose de faux, parce qu'en général on demande à ce qu'il puisse y avoir des photos, notamment pour les insectes, et ben le validateur va interroger l'observateur, va lui demander des compléments et va, si c'est nécessaire, l'aider à corriger sa donnée. Puisqu'on parle de tout ce réseau naturaliste, il y a un événement où on vous retrouve tous les ans, c'est les 24 heures de la biodiversité. Vous pouvez nous en dire un mot sur cet événement ? Oui, les 24 heures de la biodiversité, c'est un événement qu'on organise depuis une dizaine d'années et qui se passe, alors pas sur 24 heures, qui se passe sur un week-end, en général surtout sur une journée du samedi, et où on invite toutes les personnes, tous les observateurs naturalistes, alors justement de l'amateur au plus grand expert, à venir passer une journée dans un secteur où on a peu de connaissances. L'objectif, ça va être justement de l'améliorer, cette connaissance, de saisir un maximum de données. On part en équipe sur le terrain et les gens sont là surtout pour s'entraider, s'améliorer dans leur connaissance aussi des espèces et du coup progresser ensemble lors d'une journée qui se veut conviviale. Est-ce que la dimension aussi simultanée de la démarche des 24 heures de la biodiversité est importante ? Le fait de comptabiliser, d'observer sur un même terrain en même temps, c'est important ? Ça peut être, c'est important dans certains cas de figure ou dans certains protocoles que nous mettons en place, pas forcément pour les 24 heures. Ça va être important dans certains comptages d'oiseaux qui sont menés à l'échelle de la région, mais aussi plus largement, je pense à l'observation des oiseaux d'eau. Là, comme les oiseaux se déplacent d'un plan d'eau à un autre, on mobilise des observateurs pendant une seule journée, tous en même temps, pour être sûr que les oiseaux qui sont comptés ne sont pas des oiseaux qui se sont envolés et venus le lendemain sur un autre plan d'eau. Et donc, dans ce genre de cas de figure, un comptage en simultané est très important. Dans les 24 heures de la biodiversité, c'est moins nécessaire et indispensable. Un autre projet, un autre gros dossier sur lequel vous travaillez, c'est la mise en route des atlas de la biodiversité pour les Vosges et l'Alsace, notamment sur l'Eurométropole de Strasbourg. Preuve s'il en est qu'il existe aussi une biodiversité en ville et qu'il faut s'y intéresser. Vous pouvez nous en dire un mot ? Donc du coup, les atlas de biodiversité sont en fait des démarches qui sont initiées par l'Office français de la biodiversité, donc par les services de l'État, et auxquelles des collectivités peuvent candidater. Et ces collectivités peuvent s'entourer de tout un tas de partenaires pour mener à bien cette démarche. Et à ce titre-là, Odonat, avec son expertise et ses observateurs qui se consacrent du coup à la faune, à la flore et aux champignons, peut du coup accompagner certaines collectivités. Et ça nous arrive régulièrement, notamment par exemple récemment auprès de l'Eurométropole de Strasbourg. Et l'objectif d'un projet comme celui
celui-ci, c'est justement de mettre un petit coup de collier pendant 3 ans ou 4 ans sur un territoire pour vraiment améliorer d'un seul coup, on va dire, l'état de la connaissance, pour qu'ensuite, dans les politiques locales de ces collectivités, on puisse prendre en compte la biodiversité avec un bien meilleur niveau de connaissance que si on n'avait pas fait ce type de démarche. Merci à vous, en tout cas, pour toutes ces explications. Merci à tous les deux. Merci.